continue avec les probabilités et les statistiques. On va discuter aujourd'hui en ce moment de statistiques. C'est la section 4.3. Bon, qu'est-ce que je veux dire par statistique? Ben, ici, dans le cours, il va y avoir une espèce de différence entre les probabilités et les statistiques. On pourrait voir les probabilités comme étant le générateur et les statistiques comme étant l'observation ou la conclusion. Donc, je vais parler de probabilité quand j'aurai une probabilité, si je sais par exemple que le phénomène a une chance sur 2 d'être pile et une chance sur 2 d'être face, je vais parler de probabilité. Et de statistiques, lorsque je vais essayer d'évaluer la moyenne ou des choses comme ça, ou lorsqu'on va vouloir inférer le modèle, ce n'est pas des termes qui sont nécessairement toujours utilisés de la même façon, mais l'important ici, c'est que je vais parler un peu de comment on peut pouvoir essayer d'évaluer des statistiques. OK? Les statistiques typiques, ça va être la moyenne, la somme, la variance, des choses comme ça. Ce sont des choses qui sont cachées et qu'on essaie d'approximer à travers des échantillons. On va aussi essayer d'apprendre des choses qui sont cachées, qu'on n'appellera pas des statistiques parce que c'est comme trop compliqué, même si en réalité ce sont des statistiques. Dans ce cas-là, on va parler d'un modèle. OK? On va apprendre un modèle en fonction des différentes observations. Donc, au niveau des statistiques descriptives, là, réellement, on va calculer quelque chose de l'échantillon, la moyenne de l'échantillon, la médiane de l'échantillon, le mode, le maximum, le minimum et tout ça. Et là, ici, on décrit l'échantillon. Ce qu'on aimerait faire, nous, c'est peut-être essayer d'inférer le phénomène qui a généré l'échantillon. Donc, au niveau de l'inférence, on pourrait, par exemple, être dans un univers parfait où on sait que les données sont générées par une loi normale. Mais, par exemple, parce que les données ont été générées par le professeur utilisant un système informatique qui est capable de simuler parfaitement une loi normale, et le professeur vous demande d'évaluer la moyenne, d'estimer la moyenne et la variance à partir d'un échantillon. Dans ce cas-là, c'est pas tout de, par exemple, calculer la moyenne et la variance de l'échantillon. Dans certains cas, c'est un petit peu plus complexe que ça. OK? Évidemment, lorsque l'on va faire de l'inférence, on va à peu près toujours inférer la mauvaise distribution. On ne va pas que faire une erreur, par exemple, au niveau de la moyenne ou faire une erreur au niveau de l'écart type. On va supposer que c'est normal et peut-être que finalement, c'est pas normal. Et donc, ce qu'on va obtenir, ça va être seulement consistant de la même façon que notre hypothèse était consistante. Une fois qu'on est bien conscient qu'on triche, c'est pas si grave parce que finalement, si votre distribution ressemble pas mal à une normale et que votre objectif, ce n'est pas l'intrinsèque vérité de l'univers, mais peut-être quelque chose de beaucoup plus concret et utile, l'erreur que vous allez faire vous empêchera pas d'extraire quelque chose d'extrêmement utile de vos données. Mais il faut toujours être conscient des approximations qu'on fait. Donc, la méthode, finalement, qui est utilisée dans plein de contextes en sciences des données, apprentissage automatique, intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le maximum likelihood. Donc, ça va être, si vous voulez, la valeur des paramètres qui semble être la plus probable. Bon, malheureusement, c'est pas la bonne façon de le dire. OK? C'est pas la valeur des paramètres qui est la plus probable. Je pense que je voudrais insister sur le fait que quand on fait le maximum likelihood, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait, si c'est un cas discret, essayer toutes les valeurs possibles. OK? Par exemple, toutes les valeurs possibles de moyenne ou toutes les valeurs possibles de variance.
OK? Et là, lorsqu'on essaie toutes les valeurs mathématiques cachées de moyenne, toutes les valeurs mathématiques hypothétiques de variance, on pourrait regarder chaque fois, sous chacune de ces hypothèses, quelle est la vraisemblance de mon observation. Et donc, sous cette hypothèse-là, normalement, on va avoir que finalement, toutes ces hypothèses-là peuvent avoir généré l'échantillon que j'ai obtenu. OK? On ne perd pas notre temps à regarder des hypothèses qui n'ont pas de sens, qui sont impossibles. Alors, parmi toutes les hypothèses possibles, finalement, on est un peu pris parce que chacune de ces hypothèses-là aurait pu générer votre échantillon. Bon, ce qui se passe, c'est que, évidemment, l'intuition nous dit, ben, peut-être que la bonne hypothèse devrait avoir plus de vraisemblance. Si vous préférez, à moins qu'on soit malchanceux, la bonne valeur ou une valeur qui est proche de la bonne valeur va finalement, lorsqu'on regarde les données, avoir plus de vraisemblance, plus de sens. Ou autrement dit, la probabilité de l'événement qu'on va observer pour certaines valeurs va être plus grande. Eh bien, je pense que vous comprenez, on va prendre le maximum. Donc, on va prendre la valeur des paramètres qui maximisent la probabilité de ce qu'on a observé. On peut le faire pour la moyenne, on peut le faire pour l'écart type. J'espère que vous allez prendre le temps de regarder des exemples et de réfléchir un peu à tout ça. Ici, je ne donne pas vraiment d'exemples très concrets, à part celui-ci, où avec différentes hypothèses au niveau de la moyenne, on obtient plus ou moins de vraisemblance. OK? Et finalement, l'idée, c'est que mathématiquement, lorsque c'est discret, on peut essayer toutes les possibilités. On espère que dans le cas qui nous intéresse, il y a une méthode plus efficace. Et lorsque c'est continu, on peut dériver. En tout cas, si c'est continu et dérivable, ce qui est souvent le cas. Et donc, mathématiquement parlant, même si certains contextes sont plus complexes que d'autres, on va toujours effectuer une optimisation. On va chercher la valeur des paramètres qui maximisent ce qu'on a observé. Et c'est pour ça que ça s'appelle vraisemblance. En français, ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup, la vraisemblance, même si c'est un mot qu'on connaît. Je pense qu'en anglais, la likelihood est un petit peu plus utilisé dans le langage courant. Une autre chose que vous allez remarquer lorsqu'on va faire des calculs pour vrai, c'est que dans certains cas, plutôt que de calculer des probabilités et puis d'essayer de maximiser la probabilité de l'événement, pour des raisons purement informatiques, ou si vous préférez de stabilité numérique, on va calculer la log vraisemblance. Donc, on va prendre le log des valeurs qu'on a obtenues. Bon, pourquoi? Parce que le problème, c'est que les probabilités, ce sont des trucs qui sont multiplicatifs. Et comme ce sont des trucs qui sont multiplicatifs, si on ne prend pas le log, ce qui va être important, finalement, c'est l'exposant. Donc, on va se retrouver que les probabilités de chacun de ces événements-là sont infinitésimales, étant donné qu'on a une chance sur 10 pour le premier, une chance sur 20 pour le deuxième, une chance sur 14 pour le troisième, etc. Et finalement, en multipliant tout ça, ça va tout être des probabilités qui sont infinitésimales. Et ça ne se comporte pas très bien dans l'ordinateur. Par contre, si vous prenez le log, plutôt que multiplier, vous pouvez prendre la somme. C'est un truc là, qui est utilisé assez régulièrement. Et au niveau mathématique, ici, le log ne change rien. Le maximum sera le même.